Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Voici les titres de cette édition. Le Ramadan, mois de repentance, de pardon et de crainte de Dieu, c'est le thème choisi cette année par le COSIM, le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, pour la célébration de la nuit du destin, dont nous allons largement en parler au cours de cette édition. Le personnel en charge de la sécurité physique et de la gestion des stocks d'armes et de munitions dans les États membres de la CEDEAO réfléchissent sur la problématique de la prolifération des armes légères et de petit calibre dans l'espace CEDEAO. Une rencontre régionale s'est ouverte ici à Abidjan. Le président américain Donald Trump est arrivé hier dimanche soir à Singapour où il doit rencontrer demain mardi le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un lors d'un face-à-face historique. Son avion s'est posé quelques heures après l'arrivée dans la cité-État du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Voilà, nous vous le disions à l'instant, le Ramadan, mois de repentance, de pardon et de crainte de Dieu. Et c'est le thème choisi cette année par le COSIM, le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, pour la célébration de la nuit du destin. Nuit au cours de laquelle le Coran fut révélé au prophète Mohammed, prophète de l'islam. C'était l'occasion pour les imams, les guides religieux, les fidèles musulmans des différentes communes du district d'Abidjan de prendre d'assaut les mosquées et autres places publiques pour multiplier les prières et adorations pour la cohésion et la paix en Côte d'Ivoire. Connaît par Gassoro. Lecture coranique, louanges, chants liturgiques, conférences et prêches. Des temps forts qui ont marqué la nuit de Laylatul Qadr ou nuit du destin dans les communes d'Abobo, de Yopougon, de Cocody et de bien d'autres communes du district d'Abidjan. Nuit au cours de laquelle le Coran fut révélé au prophète de l'islam, le prophète Muhammad. Et cette nuit-là, les anges descendent, et même avec le général même des anges, qui est Ange Gabriel, avec la paix et avec beaucoup de bénédictions pour les humains. Imams, prédicateurs, guides religieux et conférenciers, en plus du thème officiel, ont développé plusieurs autres thèmes en vue de sensibiliser les fidèles sur l'importance de cette nuit. Le comportement des musulmans, d'être le pardon. Lorsqu'on te fait quelque chose, au lieu de répliquer, il faut pardonner. Dieu m'a confirmé ça dans le Coran. À ses côtés, il aime quelqu'un qui est gentil, il aime quelqu'un qui est ouvert avec son frère. Les thèmes développés par les guides religieux, bien accueillis par les fidèles. Nous devons pardonner à nous-mêmes d'abord, et à ceux qu'on a offensés, et à ceux aussi qui nous ont offensés. C'est pourquoi parler du pardon, c'est une grâce. Le pardon, c'est l'élément fondamental de toutes sortes de réconciliations. Pour aller à la paix, il faut d'abord le pardon. Je crois que le thème est bienvenu, que Dieu nous accorde ses mérites. La nuit du destin est une nuit d'adoration, une nuit de prière et de partage. Ils sont venus prier pour la paix, prier pour, n'est-ce pas, la stabilité au sein de la Côte d'Ivoire, mais prier aussi pour la réconciliation. La nuit du destin, au-delà des prêches et des conférences, est également un moment privilégié pour la prière. La nuit étant importante, il y a de très fortes chances que tous nos actes soient agréés par le Seigneur le Très-Haut, que nous fait don, que nous fait grâce de cette grande nuit-là, de cette nuit exceptionnelle. On doit prier car c'est une nuit qui est bénie et c'est une nuit qui est remplie de bénédictions. Le Ramadan, mois de repentance, de pardon et de crainte de Dieu. C'est le thème retenu cette année par le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, COSIM. Direction Bouaké, capitale de la région de Gbeke, au centre de la Côte d'Ivoire, où les fidèles musulmans se sont mobilisés pour se rendre dans les mosquées et sur les places publiques pour la nuit du destin. Regardez. Nuit du recueillement, d'invocation, des prières et du repenti. Laylatul Qadr, cette nuit aux multiples vertus, a été célébrée par les fidèles musulmans de la mosquée Salam du quartier Cité d'Hilaire. L'imam El Hadj Kouneyaya est revenu sur les mérites du mois du Ramadan et a invité ses coreligionnaires à plus de partage et de solidarité à l'endroit des pauvres. Mosquée principale de Bouaké, la sainte nuit de l'année où Laylatul Qadr a célébré. L'imam Badiawari Touré, en présence de nombreux fidèles, a indiqué que pendant cette nuit, Dieu a fait descendre le Coran. Durant celle-ci, les anges sont présents.
Elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'eau. Le ministre Amadou Kone, présent au nom du gouvernement, a à cette cérémonie fait des offrandes. Mosquée Yassine du quartier France 3. L'imam Ahmed Diabaté a fait un large tour d'horizon des bienfaits de cette nuit qui vaut à elle seule 1000 mois d'adoration. Le guide religieux a aussi relevé que c'est pendant cette nuit qu'Allah fait descendre les anges pour effacer les péchés. Les fidèles musulmans ont été exhortés à toujours adopter les comportements enseignés pendant les 5 mois du Ramadan. Mosquée camp militaire du 3e bataillon, l'imam Abou Fani est revenu sur les mérites de la nuit du destin, composée de 5 versets coraniques. Cette célébration sera une opportunité pour les guides musulmans de transformer cette nuit de haute portée spirituelle en un moment d'interpellation et de prière. Les fidèles musulmans de la mosquée du commerce ont passé la nuit de Laylatul Qadr dans la piété. L'imam Kourouma Vandama a invité les musulmans à beaucoup de sagesse afin de vivre selon les vertus du Saint-Coran. La traditionnelle longue prière nocturne a ponctué la nuit du destin. Les fidèles musulmans de Bouaké ont également prié pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Mosquée du Bafon, quartier Dar es Salaam, l'officiant du jour, l'imam El Hadj Mamadou Diarra, a révélé que pendant cette nuit, les croyants doivent prier et invoquer Allah. Selon l'imam, celui qui prie toute la nuit de Laylatul Qadr, par foi et piété, Dieu lui pardonnera ses péchés précédents. Il faut noter que la nuit du destin de cette année 2018 avait pour thème le Ramadan, mois béni de repentance, de pardon et de crainte d'Allah. À San Pedro, les fidèles musulmans ont également prié toute la nuit de dimanche à ce lundi à l'occasion de la nuit du destin. À la mosquée Lac Cité Balméa, 2 conférences ont été dites par des imams sur la spiritualité. Sam Konan. Nuit du Maouloud à San Pedro. Nous sommes à la mosquée Lac Cité Balméa. Les fidèles musulmans sont sortis nombreux pour prendre part à cette nuit dite spéciale pour tout croyant musulman. Nous voulons que Allah subhanahu wa ta'ala accepte notre prière pour cette nuit afin que nous puissions bénéficier de tous ces avantages pour cette nuit. 3000 chaises sous 28 bâches n'ont pas suffi pour recevoir tous les participants. Pendant des heures, beaucoup sont restés debout pour suivre les 2 conférences sur des écrans géants. En plus du thème national relatif au mois de jeûne, un autre thème a été débattu. Il s'agit de l'islam et la croyance. Quelle différence? Pour s'habiller en croyance, il faut avoir le comportement des croyants. Mais tu peux t'habiller en musulman, tu peux commettre n'importe quoi avec le nom de Dieu, mais ce n'est pas la croyance. Il faut qu'on sorte du cadre du musulman, du non-musulman, et rentrer dans le cercle des croyants. Ce sont ceux-là même qui respectent les projets, qui respectent les lois et qui respectent la volonté de Dieu. Et c'est donc avec l'espoir que Dieu va accorder 1000 mois d'adoration que les fidèles musulmans vont achever ce mois de Ramadan. Allez, cap maintenant sur Lakota. Dans cette localité, les fidèles musulmans étaient au rendez-vous dans les mosquées pour la nuit du destin. Et c'est avec Franck Quadio. La ville de Lakota a célébré la nuit commémorative de la descente du Saint-Coran sur terre. Cette nuit, appelée nuit du destin, équivaut à 1000 mois d'adoration, soit 83 années d'adoration. C'est une nuit sacrée, une nuit durant laquelle le Coran même a été entièrement donné au prophète. C'est une nuit de bénédiction et une nuit de destinée et une nuit d'adoration. Saisissant l'occasion de prière et de lecture du Saint-Coran, Abdoulaye Kouyaté, député de Lakota commune et sous-préfecture, a sillonné les mosquées de la ville pour demander aux guides religieux de faire des bénédictions et des prières pour la Côte d'Ivoire, mais aussi pour tous les élèves candidats aux examens de fin d'année. Après le tour de toutes les mosquées, nous avons sollicité des prières pour la paix dans un premier temps à Lakota. Des prières par les guides religieux pour le développement de leur région. Tout à fait autre chose à présent et parlons de la structure spécialisée baptisée Centre éducatif. C'est en zone 4C. Elle existe depuis 1967. Elle est sur l'ancien site de l'école de formation sociale, actuelle INFS. Elle est chargée de recadrer les enfants en difficulté d'adaptation sociale ou présentant un trouble de comportement et accusant un retard scolaire. Elle a pour mission principale de faciliter l'insertion socio-professionnelle de ces pensionnaires. Découvrons ce centre avec Sephora Zegui Penyene et Franck Quadio. Difficiles, désobéissants, ces enfants ont aussi des problèmes à l'école.
et même des troubles de caractère. Je ne restais pas tranquille parce que je sortais beaucoup à la maison. Je ne respecte pas mes parents. Et puis quand je sors à matin, je viens jusqu'à 18 à la maison. Des enfants peu enclins à se soumettre aux décisions parentales, un centre spécialisé existe pour leur prise en charge depuis 1967. Il reçoit des enfants de sexe masculin dont l'âge varie entre 9 et 18 ans. Le centre éducatif de la zone 4C est un centre qui a été créé pour les enfants caractériels. Les enfants qui ont des difficultés scolaires, des difficultés comportementales, c'est-à-dire qu'ils font des fugues, ils ne respectent pas les parents, ils n'écoutent pas les consignes qu'on leur donne, ils font à leur tête. Fonctionnant en régime d'internat, l'encadrement des garçons est loin d'être facile pour les assistants sociaux. C'est pas facile déjà avec les enfants. Souvent tu peux appeler l'enfant et puis il fait comme il n'entend pas. C'est les enfants de manière générale dont l'éducation nationale n'arrive pas à maîtriser. Des fois on dit communément il ne peut rien faire. Ça n'a pas dit, ça n'a pas écrit. L'essentiel cependant, ce sont les résultats obtenus. Des parents pessimistes au départ, bien surpris par le changement dans le comportement de leur progéniture. Une véritable amélioration. Je veux dire, c'est même allé très vite quand même. Voilà. Surtout au niveau de l'apprentissage. Ici, l'encadrement a fait que l'enfant a eu un comportement au niveau de la prise en charge des activités domestiques, je veux dire. C'est-à-dire que l'enfant arrive maintenant à faire la vaisselle, arrive à laver ses vêtements, ce qu'il ne faisait pas quand il était à la maison. Lui, il ne savait pas lire du tout. Et puis je l'ai amené ici. Actuellement, il fait parmi les meilleurs élèves. L'éducation, l'enfant apprend à travailler, les travaux de la maison, ils apprennent beaucoup de choses. Ce qu'on lui dit de ne pas faire, il respecte ça. Ils sont plusieurs à être passés par ce centre. Aujourd'hui devenus jeunes, Élisée, Joël et Bakary, anciens pensionnaires, doivent leur intégration socio-professionnelle à cet établissement. Ce centre m'a appris beaucoup de choses. Voilà. Ça nous a éduqués, ça nous a formés, ça nous a appris plein de choses sur la vie. Aujourd'hui, ça fait de moi aujourd'hui un fonctionnaire d'une société que tout le monde connaît bien, qui est Sitaray. Je suis en classe de terminale A2. Le centre m'a inculqué tout d'abord le respect envers les grandes personnes, telles que mes parents, les personnes âgées dehors, et envers mes amis. Que de difficultés cependant. La structure n'a pu accueillir que 77 élèves au titre de cette année scolaire 2017-2018. Les enfants, ils ont vraiment des difficultés au niveau de la lecture. Donc si on a une bibliothèque, ça pourra nous aider à encadrer les enfants et surtout aider les enfants au niveau du français. On a des bâtiments de 2 niveaux qui sont en construction. Et ces bâtiments, les travaux sont arrêtés par manque de financement. Le centre éducatif de la zone 4C. Peu d'élèves, alors que l'établissement a la possibilité d'en accueillir plus. Elle a une capacité de réception de 200 élèves au minimum. Le dossier de cette édition, il est du service régional de RTI1. Il est consacré aux travailleurs de la terre. Ils sont agriculteurs, éleveurs ou exerçant dans le maraîcher, conscients de leur place dans le développement économique de la Côte d'Ivoire. Ils revendiquent une présence à la fête du travail. Pourquoi? Quels sont leurs arguments? Quelle image veulent-ils que l'on retienne de la réponse avec Eugène Atoubé? Nous sommes le 1er mai à Ara, région du Moronou. Jour spécial pour les travailleurs du public et du privé. Mais pour les populations qui ont choisi le métier de la terre, c'est un jour comme les autres. Chacun selon ses moyens de déplacement rejoint sa plantation. Dans cette partie de la région du Moronou, l'on est très porté sur le travail. Et chaque jour suffit sa peine. Jeunes, vieux, hommes et femmes y attachent du prix. C'est une valeur que tous partagent dans la Yuanou. Le travail là, en tout cas, en tant qu'un homme là, on t'a mis sur la terre là, il faut travailler. Parce que sans le travail là, tu ne peux pas vivre.
C'est la tradition de les années, c'est nos coutumes. Parce que si on n'a pas travaillé dans le champ de planter café, cacao, on ne peut rien faire. On n'a pas pu d'aller à l'école. C'est sûr qu'on doit travailler pour avoir la vie. À Ara, les paysans, les planteurs notamment, ne se sentaient pas concernés par la fête du travail. Pour eux, c'est une affaire de fonctionnaires, agents de l'État et salariés du privé. Nous avons rencontré 2 jeunes qui ont choisi de s'adonner à l'agriculture. Le premier est un ancien employé de boulangerie, reconverti en planteur de cacao. Le second, planteur de cacao lui aussi, à la différence qu'il s'est engagé dans le métier de la terre depuis sa sortie de l'école, alors en classe de CE1. Aujourd'hui, ils sont des exemples et des modèles pour la jeunesse d'Ara. Non seulement pour ce que génère leur activité, mais aussi pour être le symbole de l'abnégation des jeunes au travail et leur attachement à la terre. Je suis fier d'être planteur. Parce que quand tout le monde me voit, souvent les gens pensent que je suis fonctionnaire. L'argent, il n'y a pas pour l'argent de fonctionnaire et l'argent de planteur. C'est même l'argent-là. Je veux que beaucoup d'hommes rentrent dans la plantation. Si tu es jeune, que tu es planteur, il faut aider tes jeunes frères à rentrer au champ. Avec mes jeunes là, on est toujours au champ. Sauf les dimanches. La terre ne trahit jamais. Les travailleurs de la terre, qu'ils soient dans l'agriculture ou l'agro-pastorale, ont le sentiment d'être une catégorie de travailleurs complètement à part, oubliés même, en référence à la fête du 1er mai où défilent les différents syndicats. Ce jour-là, ces organisations font leur doléance dans une perspective d'amélioration des conditions de vie et de travail pour le bien-être et l'épanouissement des travailleurs. Les travailleurs de la terre, en revanche, comme ceux rencontrés dans ce domaine agro-pastoral à Sungassou, village à une dizaine de kilomètres de Dimbokro, regrettent que lors des festivités du 1er mai, consacrées à la valorisation et la magnificence du travail, aucune lucarne ne soit accordée aux travailleurs de la terre pour un plaidoyer dans la droite ligne de leur bien-être et d'un meilleur bénéfice de leur labeur. Une injustice selon les travailleurs de la terre eux-mêmes contre laquelle ils veulent engager le combat. Nous voulons créer un syndicat même pour nous qui sommes dans le monde rural. Et si on pouvait le mettre sur place, ça me fera plaisir parce que notre voix n'est pas portée. Les 1er mai là, le gars il a la maison ici, vraiment 1er mai là, il ne se sent pas concerné, ça concerne ceux qui sont dans les bureaux. Le constat que j'ai fait. Le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Et nous-mêmes qui travaillons dans les administrations, pour payer le gna-gna, il faut aller au marché. Mais le gna-gna vient d'où? Le gna-gna vient du champ. L'aubergine vient du champ. Et quand on dit 1er mai, c'est ceux qui travaillent dans les bureaux, dans l'administration, c'est eux qu'on voit. Désormais, qu'on accorde une place aux travailleurs de la terre, le 1er mai, qu'eux aussi, ils posent leurs revendications. Les paysans à ce jour ne sont regroupés dans aucune structure syndicale, quoique membres dans leurs localités respectives de sociétés coopératives. Même si dans leur quotidien, ils tirent bénéfice de cette organisation, les travailleurs de la terre souhaitent un meilleur prix de leur production et moins de taxes, des attentes qu'ils ne cessent d'exprimer à chaque occasion qui leur est offerte. Mais les paysans, valeureux travailleurs, gardent l'espoir d'être vus et considérés comme des travailleurs à part entière, au même titre que les fonctionnaires, agents de l'État et travailleurs du privé qui participent aussi au développement économique et social de leur pays. On doit respecter le travailleur de la terre, le paysan. Ceux qui travaillent dans la fonction publique, ceux qui travaillent au bureau, ils ne peuvent pas aller au champ. Donc c'est celui qui va travailler la terre, qui va le nourrir. Dans toutes les localités, les travailleurs du public et du privé conviés à la célébration du 1er mai se sont retrouvés et ils ont exprimé leurs attentes. Grand absent, les paysans et plus généralement les travailleurs de la terre. Ils laissent entendre sur le ton de la patience et de la sagesse que mieux vaut tard que jamais. En perspective, la constitution des coopératives des travailleurs de la terre en syndicats est fêtière pour porter à l'unisson leur voix.
Eugène Atoubé, le ministère de l'Industrie et des Mines et l'Organisation de coopération et de développement économique OCDE a lancé jeudi dernier ici à Abidjan une discussion sur les meilleures pratiques à l'international en matière structurelle et d'industrialisation en vue de rehausser la filière agroalimentaire ivoirienne. Armel Nelly Wondoué, Jean-Luc Bango au Kwame Reportage. Ils sont 5 experts internationaux venus de l'Uruguay, du Chili, de la Thaïlande, d'Israël et du Maroc, invités en Côte d'Ivoire pour partager les expériences de leur pays sur le développement de la filière agroalimentaire. 2 jours au cours desquels le groupe de travail sur la transformation structurelle et l'industrialisation mis en place a pu échanger sur les meilleures pratiques à l'international. L'objectif, c'était de réfléchir ensemble sur comment vraiment, sur le plan global, peut-on piloter un programme d'émergence, un programme de réforme pour l'émergence, comme gouvernement, comme État de la Côte d'Ivoire, mais aussi comme société avec le secteur privé, le secteur civil inclus. Selon le ministre de l'Industrie et des Mines, Souleymane Diarra-Souba, cette séance de travail apportera une plus-value au secteur de l'agro-industrie ivoirien. L'atelier qui nous réunit ce jour vient donc à point nommé pour mener des réflexions approfondies sur le développement de la filière agro-industrie, notamment en tirant les leçons des erreurs du passé et des expériences réussies des autres régions industrialisées du monde. La politique industrielle mise en œuvre par le gouvernement vise à accroître de manière significative la contribution du secteur industriel à la création de richesses et d'emplois. Les résultats de cette rencontre serviront à alimenter les réflexions sur le développement des filières agro-industrielles à fort potentiel pour la Côte d'Ivoire et le renforcement du dialogue stratégique avec le secteur privé. Hier dimanche, dans la soirée, un incendie a ravagé des habitations d'un quartier précaire jouxtant le quartier Paillé, c'est dans la commune d'Adjamé. Le feu déclenché autour de 19h, selon les témoins, aurait été causé par une fuite de gaz butane. Les secours ont pu circonscrire les flammes. La plupart des maisons parties en fumée étaient des baraques. Les habitants sont à la rue. Il n'y a toutefois pas eu de perte en vie humaine, heureusement. Deuxième grand titre de cette édition, les personnels en charge de la sécurité physique et de la gestion des stocks d'armes et de munitions dans les États membres de la CEDEAO réfléchissent sur la problématique de la prolifération des armes légères et de petit calibre dans l'espace CEDEAO. Une rencontre régionale s'est ouverte ici à Abidjan en vue de trouver des solutions aux problèmes de stockage des armes et de leurs munitions et de partage d'expériences pour une sécurité plus efficiente dans l'espace CEDEAO. Abou Sanogo. Une rencontre de coordination pour aider à établir les normes conformes aux standards internationaux pour le contrôle des armes que détiennent les forces armées des pays membres de la CEDEAO. Les personnels en charge de la sécurité physique et de la gestion des stocks d'armes et munitions dans les États membres de la CEDEAO apportent des solutions durables à la menace pour la sécurité humaine et la stabilité des États de l'espace économique du fait de la gestion inappropriée des stocks d'armes légères et de petit calibre, de munitions et d'explosifs, ainsi que du fait des faiblesses relevées dans la gestion des dits stocks et munitions. Cette rencontre vient permettre aux experts de la CEDEAO de trouver des solutions aux problèmes de stockage des armes légères et de petit calibre. Nous avons l'obligation de prendre une part active dans la mise en œuvre de notre convention sur les armes légères, de protéger nos États, nos concitoyens, de protéger nos acquis et de les préserver, afin d'assurer un développement harmonieux et de permettre à toutes et à tous de vivre dans un environnement sain et paisible. Il est temps de prendre des mesures pour améliorer la gestion et la sécurité des stocks d'armes et de munitions, afin d'empêcher le détournement de ces armes et munitions qui alimentent le marché illicite. Tous ont insisté sur l'absolu renforcement des mécanismes de contrôle pour assurer la transparence efficace des transferts d'armes, la tenue de dossiers, le marquage et le traçage des armes, ainsi que la sécurité du stockage des armes et munitions. Par ailleurs, la division armées légères a informé les participants de l'exécution à partir du mois d'octobre 2018 du projet de formation d'environ 200 spécialistes sécurité physique et gestion des stocks au centre de formation régional basé au Nigeria.
Et cette information, au moins 2 militaires maliens et 13 terroristes ont été tués samedi dans le centre du Mali lors de 2 attaques distinctes contre des positions de l'armée malienne. Les terroristes étaient en voiture et à moto lorsqu'ils ont attaqué des positions de l'armée malienne à Boni, au centre du pays. Autre sujet, chez le ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur a organisé sa traditionnelle cérémonie dénommée After Work. L'ordre du jour, lors de cette 4e édition, a porté sur la présentation du projet de la cartographie de la diaspora ivoirienne. Projet qui vise à recenser tous les Ivoiriens de l'extérieur. Laurence Achot, Wilfried Herman Djivé. Selon le recensement général de la population de l'habiteur GPH 2014, environ 1 240 000 Ivoiriens vivent à l'extérieur. Le projet de cartographie de la diaspora ivoirienne était au cœur de la 4e édition de l'Afterwork, organisée par le ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Cet important projet, qui est de cartographier la diaspora ivoirienne, a commencé dans 3 pays pilotes, la France, les États-Unis et le Sénégal. Et c'est un projet qui va travailler à nous donner une bonne vision d'ensemble de toute la diaspora ivoirienne dans ces différents pays. Parce que la première destination des Ivoiriens, c'est la France, avec autour de 60% des représentations. Ensuite, les États-Unis, où il y avait autour de 21% d'Ivoiriens. Et il fallait choisir un pays africain. On a choisi le Sénégal par rapport aussi à la qualité, au nombre d'Ivoiriens qui résident au Sénégal. Un Ivoirien, c'est un Ivoirien, quel que soit son statut. Et notre rôle, c'est de ne pas utiliser cet outil-là à d'autres fins qu'à des fins purement statistiques. L'Organisation internationale pour la migration, OIM, accompagne le projet. C'est un projet qui a permis justement le développement et le déploiement de cet outil assez important qui nous permettra, in fine, à la longue, de disposer de données qualitatives et quantitatives sur la diaspora ivoirienne. C'est avec grand plaisir que nous accompagnons le gouvernement à travers le ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur sur ce projet. Et nous sommes disponibles et disposés à continuer cet appui-là pour que véritablement on puisse aboutir à une bonne gestion de la migration. Un des objectifs majeurs du ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, étendre le projet à plusieurs autres pays. L'Union de la presse francophone section Côte d'Ivoire enregistre 48 nouveaux adhérents. Ces journalistes qui viennent enrichir les rangs de cette organisation ont reçu leur carte de membre. L'organisation a également fait le point de ses activités. Le président Adama Koné appelle les journalistes à s'unir autour de l'UPF pour répondre ensemble aux défis qui s'annoncent, notamment la présidence de l'Union au plan mondial. Serge Colliard. L'Union de la presse francophone section Côte d'Ivoire continue de tisser sa toile. Chaque année, l'organisation enregistre de nouvelles adhésions. 48 cartes viennent d'être distribuées aux demandeurs leur permettant de rejoindre la grande famille des journalistes francophones du monde entier. Ancien président de l'Union internationale de la presse francophone, le docteur Alfred Damoussa est venu encourager le président Adama Koné et son équipe. J'ai voulu lancer un message à toute la presse ivoirienne, à tous les confrères internationaux. C'est de faire en sorte que la Côte d'Ivoire puisse donner encore une présidence internationale à l'Union internationale de la presse francophone. Et la personne que nous sommes appelés à soutenir, que nous devons accompagner, c'est le président actuel de la section ivoirienne, Adama Koné. Pour atteindre cet objectif, selon le président de la section locale de l'UPF, Adama Koné, il faudra rassembler les journalistes et autres professionnels des médias autour de la section locale, ceci en vue de consolider la position de la Côte d'Ivoire au sein de l'organisation. La Côte d'Ivoire a fourni 3 présidents internationaux. Nous marchons dans ce sillon et nous estimons que nous avons les arguments nécessaires pour pouvoir briguer un 4e mandat international à la tête de cette organisation importante de la francophonie. Journaliste et rédacteur en chef à la direction de l'information de RTI 1, Adama Koné est à la tête de l'UPF depuis 2015.
Adama Koné, qui est soutenu par l'ensemble des journalistes ivoiriens. Le directeur général de l'OMS a déclaré hier dimanche pouvoir en finir très bientôt avec l'épidémie d'Ebola qui a causé la mort de 27 personnes dans le nord-ouest de la République démocratique du Congo, 21 jours après une vaccination ciblée. Je suis prudemment optimiste que nous allons pouvoir en finir très bientôt avec l'épidémie d'Ebola en RDC, a-t-il précisé. Et nous terminons avec cette information. Le président américain Donald Trump est arrivé hier dimanche soir à Singapour. Il doit rencontrer demain mardi le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un lors d'un face-à-face historique. L'avion présidentiel Air Force One s'est posé peu avant 20h30, soit à 12h30 GMT, quelques heures après l'arrivée dans la cité-État de l'homme fort de Pyongyang, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Voilà, c'est la fin de cette édition supervisée par Hugues Hervé Blé. Merci aux techniciens, merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous sur RTI 1. Une nouvelle étiquette pour Candia. Candia le lait, onctueux, soyeux,